Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence matinale. Vous êtes tous courageux et intéressés. Autour de l'ouvrage Ne nous libérez pas, on s'en charge de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zangarini. Excusez-moi, Fournel, effectivement, déjà, première remarque féministe de nom. Cette conférence, en tout cas cette table ronde, se fait en partenariat avec la revue de culture générale L'Éléphant. Voilà à peu près comment elle va s'organiser. Nos trois intervenantes vont échanger entre elles à peu près pendant une heure et quart. Je vous proposerai d'échanger avec elles pendant un petit quart d'heure et ensuite, en nous laissant le temps de nous déplacer, les trois autrices vous propose de les rencontrer au stand de la découverte pour signer leur ouvrage et discuter, prolonger la rencontre. Alors je vais brièvement, en essayant de ne pas dire trop de bêtises, vous présenter toutes les trois. Je vais commencer par Bibia Pavard. Vous êtes agrégée d'histoire, maître de conférence en histoire à Paris 2 Panthéon. Ça va, je dis bon, puisque maintenant vous êtes maîtresse. Ah, alors ça se discute, hein. Moi qui suis MCS aussi, il y a débat. Alors, maîtresse, excusez-moi. Votre cœur de recherche concerne l'histoire politique et culturelle, l'histoire des femmes, du genre, et vous avez particulièrement travaillé sur la période de 1968, sur la question de l'avortement. Vous avez fait avec Michel Zangarini-Fournel un ouvrage concernant les affiches des luttes féministes. On y reviendra, la question des médias est très importante dans les revendications des femmes. Et vous avez fait paraître un ouvrage sur mai 68 dans la collection Que sais-je. Florence Rochefort, vous êtes chargée de recherche au CNRS autour du groupe de sociologie sur les religions, sur la laïcité. C'est aussi une question qui est très importante, la relation entre le féminisme et la question religieuse, en fait, ou la question laïque. Vous avez fait une thèse sur l'histoire du féminisme sous la Troisième République, avec un beau titre, L'égalité en marche. Vous vous intéressez aussi aux questions du genre et vous travaillez et co-dirigez la revue Clio, Femmes, Genre et Histoire. Et votre, hormis Ne nous libérez pas, on s'en charge, l'un de vos derniers ouvrages, c'est l'histoire mondiale des féminismes, là aussi dans la collection Que sais-je. Voilà, j'ai des choses à rajouter, c'est grave. Très bien. Michel Zangarini-Fournel, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 1, co-directrice et cofondatrice de la même revue, donc Clio, avec laquelle, à propos de laquelle nous parlions il y a quelques minutes. Vous êtes spécialiste d'histoire des femmes, du genre, de mai 68. Beaucoup d'ouvrages parus récemment, une histoire des femmes en France du 19e siècle au 20e siècle, un moment 68, une histoire contestée, donc là aussi vous recoupez vos recherches toutes les trois. Et un ouvrage plus récemment qui est La lutte et les rêves, une histoire populaire de la France de 1885 à nos jours. C'est aussi une des questions qui peut-être sera posée par le public, le rapport entre les revendications des Gilets jaunes et l'absence ou l'invisibilité des revendications féministes au sein de cette revendication dite populaire. Vous avez aussi fait des ouvrages communs toutes les trois. Ce premier ouvrage, cet ouvrage qui nous réussit aujourd'hui n'est pas votre premier travail en commun, vous avez déjà écrit à plusieurs mains, et notamment sur la question des lois Veil, de la contraception et de l'avortement. Voilà, si vous êtes d'accord, on va commencer. Donc cet ouvrage, Ne nous libérez pas, on s'en charge, n'est pas le premier finalement dans votre histoire de recherche, et vous avez déjà toutes les trois travaillé sur l'histoire du féminisme. Quelle était votre nouvelle optique? Pourquoi ce nouvel ouvrage écrit à trois mains? Est-ce que vous aviez à cœur de dire des choses nouvelles par rapport à ce que vous aviez déjà exploré précédemment? Merci pour cette question. Je vais commencer. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez bien? Alors d'abord, on peut dire que cet ouvrage, il est issu effectivement d'un premier travail en commun qui avait été très concluant. On s'était très bien entendu. Et on avait trouvé que c'était très riche en fait de pouvoir écrire à trois ce livre sur les lois Veil chez Armand Collin. Et ensuite nous avons animé ensemble un séminaire à l'EHESS de socio-histoire des féminismes qui a été un moment important parce qu'à la fois ça a été une réflexion sur
comment transmettre pédagogiquement l'histoire des féminismes. Et c'est aussi un moment qui a été riche parce que nous avons eu le retour des étudiantes et des étudiants qui avaient leurs propres questionnements, leurs interrogations, qui nous ont fait aussi réfléchir à d'autres manières, d'autres questions très ancrées dans le contemporain et les luttes qui étaient en plein renouveau, les luttes féministes qui étaient en plein renouveau. Disons que le livre est à la fois issu de, vous l'avez dit, nos travaux qui depuis longtemps s'intéressent aux mobilisations féministes, alors moi un peu moins longtemps que mes deux co-autrices, mais voilà, nous sommes des spécialistes, des spécialistes du sujet. Et puis donc l'interrogation venue du présent et du renouveau des mobilisations, la volonté pédagogique aussi de transmettre à travers un ouvrage, à la fois l'ensemble des travaux qui s'étaient développés en histoire des féminismes depuis 10-20 ans, et puis une volonté aussi de porter un nouveau regard à travers la question du genre, la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire des croisements de domination et la place des questions de classe, des questions de race aussi dans ces mobilisations féministes. Donc c'est tout cela que nous avons voulu voir aboutir dans cet ouvrage, qui effectivement est à la fois un ouvrage qui fait une synthèse sur les travaux existants, qui s'appuie sur les riches travaux qui existent maintenant, mais qui est aussi un travail de recherche, d'approfondissement, de relecture de nos propres travaux à travers ces nouveaux questionnements et ces allers-retours entre les questions du présent et le travail sérieux d'historien sur archives, sur le passé. Si on prend le sous-titre de votre ouvrage, on trouve le mot féminisme au pluriel. C'est aussi évidemment, je suppose, évidemment une volonté. Il n'y a donc pas un féminisme, mais plusieurs. Alors, oui, le S de féminisme, c'était très important pour accentuer l'idée, déjà acceptée par d'autres historiennes ou d'autres historiens, mais qu'il y a une pluralité de féminisme dès le départ. Donc ça, c'est plusieurs courants, plusieurs options, plusieurs façons justement d'intégrer ces questions intersectionnelles ou pas, et d'être sensible à ce questionnement ou pas. Et puis c'était aussi une façon de vouloir réouvrir un peu la définition pour montrer l'articulation entre des mobilisations de femmes et avec un caractère politique et des mobilisations pour les droits. Donc on a essayé justement de souligner cette porosité et cette volonté de réfléchir à ces interactions-là aussi. Oui, alors le sous-titre porte aussi de 1789 à nos jours. Donc pourquoi partir de 1789 ? Donc comme vous l'avez indiqué, dans le livre précédent, Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, j'avais étudié la période précédente. Pourquoi partir de la Révolution ? Parce que c'est à ce moment-là, dans le XVIIIe siècle et au moment de la Révolution, que se noue la question justement de l'égalité en raison du droit naturel, du recours au droit naturel, donc de l'égalité des hommes et des femmes, de la question de la liberté des esclaves par rapport aux colons. Et ces deux questions se nouent au moment de la Révolution et permettent l'approche qu'on a déjà expliquée, donc, d'une histoire plus complexe que celle qui existait et qui permettait justement de distinguer la question des luttes de femmes de l'histoire des féminismes. Alors ça peut paraître surprenant de parler de féminisme au moment de la Révolution française, puisque le mot n'existait pas, n'était pas encore employé. C'est, vous savez, quelque chose qui est discuté par les historiens, donc cette question de l'emploi d'un terme qu'on pourrait considérer comme anachronique, hein, puisque le mot féminisme est employé en 1872 pour la première fois, et par un antiféminisme. Et donc c'est le paradoxe, on peut dire, de cet emploi-là. Mais on peut caractériser effectivement la question que des femmes, pendant la Révolution française, non seulement ont mené des luttes, mais ont mené ces luttes-là pour la question de l'égalité.
il y a eu des sociétés, des clubs non mixtes. Donc la question, vous voyez, n'est pas contemporaine. Elle est contemporaine, mais elle est aussi très ancienne. Il y a eu des sociétés mixtes aussi. Et pendant la Révolution, il y a eu ces revendications d'égalité, où la cause des femmes croisait la cause des Noirs. Alors, justement, vous montrez, et c'est l'intérêt, un des grands intérêts de votre ouvrage, c'est qu'il y a à la fois une convergence des luttes au 19e et au 20e siècle, mais là on est entre le 18e et le 19e, le siècle des révolutions. Mais ce siècle est aussi celui du Code Napoléon, qui n'est pas forcément extrêmement favorable aux femmes. Est-ce qu'il y a toujours convergence des luttes, ou est-ce qu'il y a parfois contradiction? C'est-à-dire, est-ce que la revendication des femmes va dans le sens d'une libération plus générale de toutes les personnes aliénées, ou est-ce qu'il y a des moments où en fait elles jouent à rebours et éventuellement contre les femmes au profit d'autres éventuellement, alors je ne dirais pas minorité, mais en tout cas je dirais communautés invisibilisées ou dominées? Alors, il y a peut-être deux questions. Déjà, l'articulation entre ces moments révolutionnaires, qui est donc la première partie de notre ouvrage, puisque 1789, 1830, 1838, une chronologie que nous avons délibérément choisie, qui est bien connue, qui est celle de l'histoire des révolutions en France. Donc c'était aussi pour toujours recontextualiser justement, puisque notre principal, souci était de montrer à la fois des continuités et des complexités selon les contextes où les mots ne veulent pas dire la même chose. Égalité, liberté, émancipation, affranchissement n'ont pas le même sens selon le moment, quelque chose que les historiens et les historiennes connaissent bien, mais qu'il fallait absolument réexpliquer dans ce mouvement. Donc les révolutions sont des moments d'émergence. Ces femmes et ces féministes, et il y a aussi des hommes féministes, sont des parties prenantes de ces révolutions, et la question de l'égalité des sexes émerge collectivement à la faveur de ces révolutions, mais ils sont minoritaires, ils et elles sont minoritaires. Et donc l'adhésion à un idéal d'égalité des sexes est très très loin d'être acquis, et au contraire, les femmes et les mobilisations de femmes payent toujours le prix de la répression des mouvements populaires, et c'est à elles qu'on interdit d'avoir des clubs de femmes en premier, c'est à elles qu'on interdit de se réunir à plus de 5 dans la rue en 1795, de même en 1848, c'est tout de suite les clubs de femmes qu'on interdit avant d'oser interdire les autres. C'est-à-dire on cible les femmes aussi en voulant museler tout un mouvement populaire. Et donc les révolutions jouent comme évidemment nourriture essentielle de ces mouvements, et en même temps jouent contre les femmes et contre l'égalité, parce que ce consensus n'existe absolument pas. Il peut rester une dernière question sur cette période-là, et on passera à la deuxième partie qui nous amène jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale. On voit, comme vous l'avez dit, qu'émergent des questions qui nous paraissent contemporaines et qui en fait émergent dès le XVIIIe siècle, la question de la mixité, la question de la prise de parole. Il y a aussi une autre question qui émerge à l'époque, et qui est la question de la violence et des femmes. C'est-à-dire qu'on va lier en fait la revendication à, si on va très vite, une hystérie, mais aussi à une pratique particulière de la violence. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Oui. La question s'est posée au moment de la Révolution, parce que ça a été une revendication forte des femmes de porter les armes. Pourquoi? Parce que porter les armes, c'était un signe de citoyenneté. Et donc ça allait, si vous voulez, dans le combat, demander de pouvoir porter les armes, d'arborer la cocarde tricolore. C'était le signe de la revendication d'une citoyenneté à l'égal des hommes. Donc cette violence-là, elle était effectivement dans un but politique. Oui. Voilà, oui, j'avais oublié. Oui, c'est aussi... Alors, il y a évidemment cet aspect-là, et l'autre aspect, c'est aussi qu'on les accuse toujours d'une violence spécifique, qui va devenir l'accusation d'hystérie. Et donc, le geste politique des femmes et des féministes de surcroît, quand elles réclament des droits pour les femmes ou l'égalité des sexes, est toujours perçu comme quelque chose d'anormal, de transgressif, voire d'obscène, qui renvoie au corps, à l'obscénité des corps dans l'espace public, des corps des femmes. Donc c'est cette violence-là
qu'on leur reproche en les accusant d'être dévoyés et de ne pas avoir leur place, même simplement en prenant la parole. Et du coup, on découvre d'ailleurs au passage une réécriture de l'histoire à propos des pétroleuses ou des tricoteuses, parce que globalement, cette violence est vraiment secondaire et périphérique. Alors on en arrive à la deuxième période de votre ouvrage, qui est donc chronologique, et qui va en fait de la Commune jusqu'à en fait, l'attribution du droit de vote, qui nous amène à la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit qu'il y a toujours cette revendication d'égalité, mais qu'elle va se greffer en fait, ou en tout cas, elle va se cristalliser sur la revendication du droit de vote et de l'accès à un certain nombre de droits. Le droit de travailler, le droit d'avoir un métier, d'être indépendante de son époux, mais évidemment aussi le droit de mettre un bulletin dans une urne. Est-ce que c'est une continuité? Est-ce qu'il y a un changement de visage des revendications? Alors, la citoyenneté, peut-être de deux sens. Déjà, cette revendication de citoyenneté, c'est déjà d'être acceptée comme actrice politique, c'est-à-dire au sens large. Après, le vote est quelque chose qui prend aussi une importance, mais qui ne se réduit pas, la citoyenneté ne se réduit pas au vote. Néanmoins, ça devient une revendication tout à fait essentielle sur un agenda féministe international, à partir des années déjà 1848, puisque c'est le suffrage universel masculin, aujourd'hui on rajoute masculin, et là on est face à des mobilisations féministes qui vont réagir à ce qu'on accorde aux hommes. Donc on leur accorde le droit au travail, bien que ce loi ne soit jamais vraiment appliqué, mais théoriquement et en principe, donc elles vont revendiquer des ateliers nationaux pour les femmes, et puis elles vont revendiquer bien sûr le droit de vote. Là ça devient absolument essentiel et voilà, un drapeau mobilisateur. Et puis de nouveau dans les années 1900, c'est aussi une revendication qui va rassembler ces féminismes justement pluriels, divers, parfois opposés les uns aux autres, mais qui vont s'accorder et cela va permettre de créer un mouvement social et politique beaucoup plus puissant. Et c'est aussi à ce moment-là qu'émerge peut-être une figure là aussi assez moderne de la manière de revendiquer, qui est toute une série d'actions qui sont des actions coup de poing et qui passent parfois par les médias ou par une forme de visibilité, des photos, etc., des choses qui provoquent ou qui font scandale. Ce militantisme n'est pas simplement théorique ou, je dirais, journalistique, il passe en acte. Est-ce que vous pourriez éventuellement évoquer quelques actions qui ont été menées à ce moment-là? Oui, je crois qu'il faut distinguer suffragette et suffragisme, suffragiste. C'est-à-dire qu'on dit que les suffragettes, à l'instar des suffragettes anglaises, agissent plutôt justement par des coups d'éclat, la provocation, la violence qui est assez limitée en France, mais quand même. Et donc, bon, on peut évoquer quelques personnages rapidement. Hubertine Auclair, Hubertine Auclair qui a repris le mot de féminisme pour en faire un drapeau, justement, à Alexandre Dumas fils. Et puis, donc, qui a promu un certain nombre d'actions du type refuser de payer ses impôts parce que, puisqu'on ne compte pas les femmes, eh bien, refuser le recensement, pardon, puis refuser de payer les impôts, puisqu'on ne comptait pas les femmes, on ne payait pas non plus les impôts. Et puis, des manifestations, donc, en noir, c'est ça, pour le 14 juillet, etc. Et puis, avec Madeleine Pelletier, un peu plus tard, c'est peut-être une gravure du petit journal que vous connaissez sans doute, qu'on trouve un peu partout. Elle donc s'entraîne à un bureau de vote, et puis elle bouscule un peu des urnes, pour justement réclamer ce droit de vote. Plus pacifiquement, entre guillemets, est organisé juste avant la guerre de 14, au moment où le suffrage est prêt à être accepté donc par la Chambre des députés. Elles organisent un vote, quoi, un suffrage, et de façon à pouvoir voter, comme elle l'avait d'ailleurs essayé de le faire en 1949. Alors justement, à ce moment-là, les revendications des femmes, des féminismes, croisent quelque chose qui s'est mis en place qui existait de façon antérieure, mais qui se met en place à partir de la Troisième République, et qui sont les partis politiques version moderne. Quelles sont les relations entre
ces femmes, ces groupes de femmes qui s'associent, et les partis politiques, on va dire classiques, institutionnels? Elles sont très mauvaises, hein. Parce que déjà il n'y a pas de femmes dans les partis politiques, ou du moins elles ne sont pas du tout les bienvenues. Donc encore moins les féministes. Voilà, il y a toujours ce rejet déjà des femmes dans la politique, sauf quelques exceptions. Mais c'est très intéressant de voir comment, alors Madeleine Pelletier, elle voulait vraiment être une leader politique. Donc disons, elle franchit toutes ces barrières, et comme elle est médecin, première femme aliéniste, donc elle a une facilité peut-être à se faire accepter, mais par ailleurs, elle a un accoutrement masculin qui fait qu'elle est rejetée très rapidement, mais elle arrive quand même à s'imposer, notamment à la CFIO, et à faire voter des motions de principe d'égalité des sexes. Et ça, c'est quand même une victoire, même si ça reste une victoire de principe, mais elle a un rôle actif. Mais elle décrit les réunions extrêmement enfumées, et ce climat d'hostilité aux femmes, et le fait que les pratiques politiques les plus banales, hein, de se réunir dans des petites salles, on connaît cette histoire, hein, mais c'est intéressant de l'avoir racontée dans les années 1900, voilà, dans des petites salles enfumées qui n'en finissent pas, et où de toute façon elles sont malvenues et on leur donne jamais la parole. Donc voilà, c'est un peu cette histoire, mais ça va aller quand même en s'ouvrant davantage, et notamment davantage à des leaders comme Cécile Brunschvicg, qui en 1936 va être désignée l'une des 3 femmes sous-secrétaires d'État, qui aura le titre de ministre, hein, et qui, elle, était une membre éminente du Parti radical, Suzanne Lacore, membre éminente de la SFIO. Donc il y a, là on voit qu'il commence à y avoir des figures qui émergent dans les partis, mais avec toujours une extrême prudence sur la question de l'égalité des sexes, et même un refus en fait de prendre en compte cette question. Et sur le Parti communiste, parce qu'on pourrait l'attendre, on va dire, classiquement assez proche de ce type de revendication, est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'il y a des heurts, voire éventuellement des refus? Alors, c'est assez complexe et ça varie avec les lignes politiques du Parti communiste entre 1920 et puis, on va dire, la Seconde Guerre, puis après aussi. En fait, dans cette période-là, le Parti communiste, d'abord, soutient le suffrage des femmes en se servant d'une faille, on peut dire, dans la législation, c'est-à-dire les femmes peuvent se présenter, il n'y a pas d'interdiction à ce qu'elles se présentent sur des listes électorales, mais évidemment, si elles sont élues, après, leur élection n'est pas validée. Donc en fait, en se servant de cette faille-là, les communistes présentent dans un certain nombre de municipalités des candidates, en particulier à Douarnenez, c'est ça ? Douarnenez, oui. Donc une ouvrière sardinière qui est élue dans la liste électorale du Parti communiste, mais évidemment l'élection est annulée. Donc il y a d'abord ce soutien, et puis ensuite la politique change au détour des années 30, et à ce moment-là, ce qui est promu, c'est la question de la mère, de la natalité, etc. Et donc c'est pas du tout la même ligne politique que dans les années 20. Donc avec ce tournant nataliste et puis national, on va dire, autour de 35-36, inspiré par Maurice Thorez. Alors on en arrive à la 3e partie de votre ouvrage. Chronologiquement, on sort de la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont obtenu le droit de vote, et jusque dans les années 60, elles vont avoir des revendications. Donc il va y avoir, ce que vous montrez assez bien, c'est un changement générationnel, voire éventuellement beaucoup de débats à l'intérieur du monde entre la génération qui a lutté pour le droit de vote et celle qui émerge et qui a d'autres revendications. Et si on a bien vu au XIXe siècle, notamment avec Madame Pelletier, il y avait la question du corps qui intervenait, la question médicale. Le mot féminisme est aussi une médicalisation en fait d'une revendication politique, enfin en tout cas d'une donnée politique. Le corps va devenir central, notamment autour de l'apparition d'un certain nombre d'ouvrages qui viennent du monde anglo-saxon. C'est aussi évidemment l'apparition du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc comment s'articule en fait cette bascule, et comment finalement la question autour de la sexualité, de la contraception et de la découverte du corps féminin
émerge dans cette période de 45 à 60 et évidemment au-delà, puisqu'elle est centrale aujourd'hui. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a à la fois l'aboutissement d'un très long combat pour le suffrage, hein, qui aboutit en 1944, et puis quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un reflux de ces mobilisations, parce que la période... alors attendez, j'ai oublié de dire que pour le suffrage, c'est le suffrage des femmes en métropole, et que c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes colonisées. Et justement, c'était intéressant parce que les femmes dans les zones colonisées vont aussi lutter pour obtenir ce suffrage au même titre que les métropolitaines. Donc on a aussi quelque chose qu'il faut relire dans cet aboutissement en 1944, et c'est ce qu'on a montré dans l'ouvrage. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ces associations suffragistes, elles sont un peu vieillissantes, elles essayent de se reconvertir sur la question de l'apprentissage politique pour les femmes. Et puis tout d'un coup, on voit émerger quelque chose de nouveau avec le deuxième texte de Simone de Beauvoir, effectivement, en 1949, qui va poser la question de la condition féminine de manière totalement différente, hein, qui, elle, Simone de Beauvoir, ne se revendique pas féministe à ce moment-là. Elle ne se met pas dans l'héritage de ces mobilisations suffragistes qui lui paraissent un peu démodées. Elle va vraiment réfléchir à la question de la nature féminine et, par son travail philosophique, proposer vraiment une vision nouvelle. Et ça va accompagner finalement aussi l'émergence de mobilisation autour du contrôle des naissances, hein, c'est le terme qui est employé à ce moment-là, avec la fondation de la maternité heureuse en 1956, qui devient en 1960 le mouvement français pour le planning familial. Et donc il y a des articulations avec cette pensée beauvoirienne, hein. Simone de Beauvoir préface un certain nombre d'ouvrages en faveur du contrôle des naissances, parce que l'idée c'est essayer de se déprendre de cette nature féminine et de proposer la diffusion des moyens de contraceptifs modernes pour laisser aussi une place plus grande des femmes dans la société. C'est vrai que cette question du corps, elle devient très importante dans les années déjà 1950-60, au même titre que d'autres questions, hein. La question du travail est toujours présente, la question des salaires, d'égalité des salaires, la question aussi de la citoyenneté, tout ça perdure. Et cette question du corps, de la contraception, de l'avortement, qui est déjà présente donc dans les années 60, elle va aboutir à la loi Neuwirth, qui est très limitée sur l'accès à la contraception, et elle va être renouvelée à nouveau par une nouvelle génération de féministes après 68, autour du droit de disposer de leur propre corps par les féministes. Et donc là, on voit comment, à la fois, il y a des continuités entre les périodes, hein, des passages de relais. Simone de Beauvoir va participer au mouvement féministe des années 70, et puis en même temps des volontés de renouveau, de poser des questions différemment par de nouvelles générations militantes dans des contextes politiques qui diffèrent et qui se transforment. À ce moment-là, il y a ce moment qui est 68, qui est souvent représenté comme le mouvement MLF va émerger, mais pour avoir lu les écrits d'Antoinette Fouque, on voit très bien que dans nos imaginaires, 68, c'est la libéralisation des mœurs, et on l'associe à une libération de la femme. Or, en pratique, quand on regarde comment se déroule le mouvement, Fouque dit que c'est l'avènement, non pas ce qui fait la première de votre couverture, qui est la revendication du triangle féminin, mais que c'est davantage, elle dit, sur les murs fleurissait des pénis, et c'est une révolution masculine plus que féminine. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce moment 68 pour montrer finalement où ont été les femmes, comment elles ont parlé, comment elles ont occupé l'espace public ou pas, et est-ce que ça a été vraiment une révolution ou est-ce que la révolution intervient après et pourquoi ? Alors c'est une question passionnante pour les historiennes et les historiens d'essayer de caractériser la place de mai-juin 68 dans l'émergence de ces mobilisations féministes. Ce que l'on voit, d'une part, c'est qu'il y a un renouveau des associations, des revendications dès le milieu de la décennie 1960, et qu'au contraire, au premier abord, l'événement mai-juin 68 n'est pas un événement favorable pour les féminismes. Pourquoi ? Parce que déjà la question féministe n'est pas posée en tant que telle, et puis ensuite les actrices féminines qui sont partout dans ce moment 68
eh bien, elles n'ont pas le devant de la scène, elles ne sont pas au micro, elles ne sont pas à la tête des mobilisations, elles ne négocient pas à Grenelle, donc elles sont invisibilisées. Néanmoins, c'est là l'importance d'avoir des historiennes et des historiens comme Michel Zangarini-Fournel qui ont pensé les années 68, et donc qui ont essayé de dépasser l'événement pour essayer de comprendre comment les choses se transforment socialement, politiquement, culturellement sur une période qui va du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. C'est qu'on voit effectivement des formes de radicalisation de petits groupes qui existaient avant 68, de fait de cette expérience particulière du moment 68, et puis on voit l'émergence de nouveaux groupes. Alors vous citez Antoinette Fouque, évidemment ce n'est pas la seule à être là au moment de l'émergence du mouvement de libération des femmes. Elles sont nombreuses à venir en fait, notamment des groupes d'extrême gauche, à avoir expérimenté ce sexisme, mais aussi celles qui n'étaient pas militantes avant, à avoir expérimenté une sorte de brèche, qui tout d'un coup va faire qu'elles vont avoir envie de s'engouffrer dans une forme d'engagement, cette fois-ci qui les concerne directement, avec cette idée qu'il faut à la fois créer une lutte des femmes spécifique en réaction au sexisme de la société en général, mais aussi au sexisme des organisations politiques. Et c'est comme ça qu'effectivement va émerger un mouvement de libération des femmes, à la fois à Paris, c'est ce qu'on connaît le mieux, mais aussi dans de nombreuses grandes villes, où dès 70-71, on voit émerger des petits groupes de femmes qui rapidement se veulent non mixtes, pour essayer de penser justement cette spécificité d'une lutte des femmes qui pourrait s'inscrire dans un moment révolutionnaire particulier. Alors justement, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une bascule aussi dans le regard que les hommes portent sur les femmes? On a vu avec ce que vous disiez, Florence, que les femmes, dans leurs revendications, ont suscité la peur, voire l'hostilité à travers la violence. Le mouvement MLF, vous disiez, un mouvement de femmes. Les hommes, parfois, s'associent, se disent parfois, à l'époque, peut-être un peu rarement, mais féministes. Dans les années 70-80, on verra émerger l'image du nouveau père. Comment se positionnent les hommes par rapport à ces revendications? Est-ce que c'est toujours de la peur, de l'inquiétude, ou est-ce qu'il y a un militantisme, on va dire, androgyne qui émerge? Je crois que dans un premier temps, il faut préciser qu'il y a d'autres mouvements que le MLF, d'autres mouvements féministes, et qui sont mixtes. C'est-à-dire que dans la même période coexistent évidemment ce qui était l'essentiel, en tout cas en visibilité, le mouvement de libération des femmes, le MLF, qui se revendique progressivement non mixte. Mais il y a d'autres groupes, et je crois que c'est important pour jauger la présence des hommes dans ce mouvement-là, qui ont été étudiés entre autres dans la thèse publiée de Alban Jacquemart. C'est-à-dire qu'un mouvement comme le mouvement, le MLAC, mouvement de libération pour l'avortement et la contraception, est un mouvement mixte. Au départ, il s'est fondé sur la pratique de médecins, hommes et femmes, qui, dans un groupe qui s'appelait le groupe Information Santé, GIS, qui a été fait sur le modèle du GIP, créé par Foucault, Vidal-Naquet, entre autres. Donc, le GIS a pratiqué l'avortement, et pour à la fois soutenir ces médecins et organiser les avortements pour les femmes, le MLAC a été créé en 1973, donc mouvement mixte. Et donc, si vous voulez, il y a la participation à partir de ce moment-là dans ces actions spécifiques, puis après réflexion sur la condition masculine. Il y a des groupes non mixtes, si je peux dire, d'hommes, mais très minoritaires, mais enfin qui ont existé, qui se sont fondés et qui ont discuté justement le fait que les féministes aient pris la parole sur la condition des femmes, et pour revenir du temps, les hommes ont discuté justement de leur présence, de la manière d'être au monde dans ces groupes de libération des hommes, plus au départ un mouvement homosexuel qui était mixte au départ, le phare, et qui était créé entre autres par des lesbiennes et des homosexuels hommes, et qui ensuite est devenu, s'est séparé, donc hommes et femmes se sont séparés et ont milité chacune et chacun
dans leur groupe spécifique. Donc c'est l'autre forme d'organisation masculine. Et vous avez d'ailleurs au passage aujourd'hui des prolongements d'hommes qui effectivement sont exactement dans cette continuité. Je pense par exemple à Martin Winkler qui a écrit La Vacation, qui est médecin et qui pour le coup écrit maintenant en écriture inclusive et pour le coup se fait porte-parole des femmes et des hommes féministes. Alors on est aux portes des années Mitterrand, on est dans les années 80-81 et on va arriver, c'est la dernière partie de votre ouvrage vers notre époque contemporaine. On a vu que dans les années 70, il y avait un livre, enfin vous le montrez très bien, qui joue un rôle important, qui est Notre corps nous-mêmes, et qui va ouvrir vers la découverte ou la valorisation du corps féminin et du clitoris aujourd'hui. Il y a aussi, évidemment, à partir des années 80, venu du monde anglo-saxon, la question du genre. Est-ce que... une des questions qu'on pose à Sciences Po, c'est est-ce que les femmes ont encore des droits à conquérir ? Quels sont les nouveaux visages en fait, des revendications des années 80 jusqu'à nos jours? Et dans quelle mesure les féminismes subissent ou intègrent des revendications qui leur étaient un peu extérieures, qui leur viennent de l'extérieur, qui reviennent par, on va dire, un ricochet, qui sont les théories de Foucault, de la French Theory, mais qui reviennent via le monde anglo-saxon chez nous, et qui sont celles du genre, celles de l'intersectionnalité, etc. Est-ce que le féminisme perd finalement sa marque française pour devenir universel ou plutôt anglo-saxon? Est-ce qu'il y a des métamorphoses? Il y a beaucoup de questions. Peut-être tu veux répondre sur les revendications, les thématiques, peut-être moi, je vois bien. Alors, effectivement, on a fait une scansion à la fin des années 70, au début des années 80, parce qu'on a voulu insister sur la question de l'institutionnalisation des féminismes, qui ne débute pas à cette période-là, puisque le premier secrétariat à la condition féminine est créé en 1974 sous Valéry Giscard d'Estaing et dévolu à Françoise Giroud. Mais ce qui se passe au début des années 80, c'est l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et qui nomme donc Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, et Yvette Roudy qui est une militante féministe de longue date, qui s'était engagée dès les années 60 dans des groupes féministes, qui a signé par exemple le manifeste des 343 femmes ayant déclaré avoir avorté, et qui se revendique ouvertement féministe, ce qui n'était pas le cas de ses prédécesseuses, et qui va vraiment porter un féminisme institutionnel, c'est-à-dire mettre en place par exemple la célébration gouvernementale du 8 mars à partir de 1982, qui va faire des campagnes publiques sur la contraception, sur l'égalité professionnelle. Donc on a considéré que c'était un moment important aussi parce qu'il y avait une forme d'institutionnalisation des mobilisations dans la mesure où il y a aussi des subventions d'associations qui sont donc créées à ce moment-là. Et donc ça va permettre une continuité des revendications, notamment sur la contraception, l'avortement, mais aussi sur les violences. On n'en a pas parlé, mais les années 1970 ont été aussi un moment important pour la dénonciation des violences faites aux femmes, la question du viol, la question des femmes battues. Et donc le féminisme institutionnel va, en conjugaison avec les associations féministes, poursuivre ces combats-là. Donc les revendications se poursuivent sur ces questions. Et puis, la deuxième question qui est évoquée, donc on voit des formes de continuité, effectivement, jusqu'à MeToo, peut-être qu'on y reviendra. Ce que l'on voit aussi, c'est en fait des transformations théoriques, et là je pense que je peux laisser la parole autour de la question du genre, parce que là effectivement une question se pose sur les renouvellements de la pensée féministe à partir des années 80-90. Alors peut-être précision historique, il y a toujours eu des dynamiques transnationales, internationales. D'abord, il y a la constitution de mouvements internationaux dès 1888 et même avant, dans les années 1830 et 1848, il y a des échanges par des correspondances. Donc en fait, comme dans tous les mouvements d'idées et dans tous les mouvements sociaux, il y a des échanges d'idées. Donc je crois qu'il faut se méfier de ce côté, ce serait anglo-saxon, oh my god, et vous ce serait français, tant mieux. Donc, et en
en fait, il y a toujours eu des échanges. Et les Américaines ont lu Simone de Beauvoir avant que Simone de Beauvoir ne revienne sur le devant de la scène dans les années 60. Donc on a aussi des circulations très intéressantes d'ouvrages ou de textes majeurs qui reviennent parce qu'ils ont été lus et tout d'un coup peut-être interrogés différemment. Donc peut-être méfions-nous d'une trop grande caricature de ces caractéristiques par les médias ou par l'extérieur ou souvent par l'antiféminisme, dont un des arguments récurrents depuis tout le 19e siècle était c'est quelque chose d'exogène. Alors on le trouve beaucoup maintenant dans les pays, disons, du Sud. La question de l'égalité des sexes serait une question qui serait hors des agendas, même des cultures, et donc elle serait occidentale, blanche, et donc non recevable. Donc il y avait déjà ce type de raisonnement en considérant que la question de l'égalité des sexes n'était pas française et que donc il fallait la renvoyer à l'étranger et il y avait toutes sortes de caricatures. Voilà, donc ça me semblait important de le rappeler. Maintenant, sur la question du genre, oui, ça a été effectivement quelque chose qui est venu des États-Unis, mais qui avait été aussi... voilà, Joan Scott, elle a aussi fait toute sa thèse sur la France, hein, et en France d'ailleurs. Donc après, ce concept émerge, va être pris assez, finalement... avec un certain décalage chronologique par la recherche en France et en Europe, et en France plutôt après d'autres pays européens ou non européens d'ailleurs. Et ça, c'est lié aussi aux traductions, et donc l'importance des dates de traduction, et le grand livre de Judith Butler, traduit à la découverte d'ailleurs, hein, mais tardivement par rapport à d'autres pays. Et ça a amené un énorme souffle dans les études sur les femmes et les féminismes, en réarticulant finalement, en complexifiant les catégories hommes et les catégories femmes et la relation entre sexe biologique et sexe social, si vous voulez, en déconstruisant ces oppositions. Et nous, en tout cas, comme historiennes des féminismes, ça nous a permis de redonner une importance politique à la question des sexualités. Dès les années 1830, on relie aujourd'hui les Saint-Simoniennes et tout ce qu'elles ont essayé d'exprimer très explicitement sur leur politisation du privé, leur politisation de leur choix d'amour libre et d'une sexualité et d'une pensée même du plaisir féminin comme étant révolutionnaire. On a des outils pour y réfléchir ou revisiter cette dimension-là grâce aux études de genre et grâce aussi à cette pluridisciplinarité extrêmement riche qu'a permis ce concept qui est utilisé maintenant dans toutes les disciplines. Dans votre ouvrage, vous montrez précisément aussi que c'est une des questions qui vous intéresse vous personnellement. Est-ce que le fait d'écrire l'histoire des femmes et d'être historienne dans quelque chose qui est relativement, je dirais, nouveau, enfin tout le travail de Arlette Farge, de Michel Perrault et le vôtre aujourd'hui, est-ce que c'est de l'ordre du constat d'écrire l'histoire des femmes, ou est-ce que c'est une action qui est elle-même que vous concevez comme étant militante? Est-ce que vous écrivez l'histoire des femmes ou est-ce que vous la faites? Les deux, mon capitaine. Je crois que... Enfin, ce livre, c'est l'histoire des féminismes, c'est pas l'histoire des femmes. Je voudrais vraiment préciser cela. Il y a une histoire des femmes, on est un certain nombre à avoir écrit sur ce sujet, mais l'histoire des féminismes, c'est une autre histoire, quand même. Alors, une histoire militante, c'est une espèce de... On nous a balancé ça, si je peux dire vulgairement, dès le début, c'est-à-dire en disant vous faites une histoire militante, c'est pas une histoire sérieuse. Donc toute notre action, et en particulier avec la création de la revue Clio, Histoire, Femmes, Société en 1995, c'était de montrer qu'on était des historiennes sérieuses, militantes certes, mais que la question du sérieux de nos propos ne pouvait pas être discutée. Voilà. Alors peut-être qu'on a passé une étape et que maintenant on est considéré comme un tout petit peu plus sérieuse. Le problème, c'est de faire entrer ces questions-là dans l'histoire générale, c'est-à-dire de ne pas en faire une histoire séparée. Et c'est particulièrement vrai, et peut-être qu'il y a un certain nombre d'enseignantes et d'enseignants dans la salle, c'est particulièrement vrai sur l'enseignement
de l'histoire aujourd'hui. C'est-à-dire de plus en plus, alors de temps en temps et de moins en moins, d'ailleurs maintenant dans les derniers programmes, c'est un dossier, hein, les femmes pendant la guerre de 14-18, etc. Donc voilà, notre but, ça doit être d'intégrer ces questions-là, l'histoire des femmes, mais aussi l'histoire des féminismes, dans une histoire générale et de montrer comment cette histoire-là a transformé l'histoire générale. On l'a dit tout à l'heure quand on a parlé des partis politiques, et à tout moment, en tout cas la période qu'on étudie, cette question-là est fondamentale. Et je crois qu'on peut trouver dans notre livre des extraits, si vous voulez, je le dis pour les enseignants parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, on peut trouver des extraits de documents, des portraits qui peuvent parfaitement être intégrés dans une histoire générale, même aujourd'hui, où les femmes ont été quand même très marginalisées dans les derniers programmes. Alors justement, on aurait voulu le calculer, on n'aurait pas fait autrement, donc je voulais aussi dire que ce livre était un livre très beau, c'est un livre qui est épais, qui est complet, mais qui est aussi un livre illustré. Et à la fois, il y a la chronologie, enfin les 4 parties qu'on vient d'aborder rapidement, mais il y a aussi les portraits. Alors j'aurais voulu vous proposer à toutes les 3, on a encore un tout petit peu le temps, de choisir une femme dont vous avez fait le portrait et de la présenter au public. Si vous aviez à choisir un portrait à faire, une femme marquante, vous choisissez qui. Donc qui commence? On y va. Peut-être Madeleine Pelletier, alors, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'articulation, j'aurais dû en parler sur le genre avec les revendications, disons, des gays, lesbiennes, etc. C'est le LGBTQIA et plus. Donc ça a permis aussi ce concept d'articuler féminisme et militantisme gay-lesbien, et surtout de faire mieux ressortir les croisements. C'est-à-dire que voilà, une liberté des sexualités, une liberté des choix, et les croisements ou parfois les oppositions à l'intérieur même de ces mouvements sociaux. Alors Madeleine Pelletier est un personnage tout à fait singulier qui est donc cette première femme aliéniste. Elle réussit à obtenir le droit de passer le concours grâce d'ailleurs au soutien des féministes, et elle va devenir médecin aliéniste et puis finalement renoncer parce que c'est trop difficile de s'intégrer dans ce milieu et exercer comme médecin généraliste, donc avant la Première Guerre mondiale. Et elle est très singulière, donc je l'ai dit politiquement, mais elle est très singulière aussi parce qu'elle est médecin d'ailleurs, dans son approche de la question de la sexualité, de l'avortement. Donc elle écrit des textes, elle est plutôt une théoricienne, et elle invente cette idée de sexe psychologique, qui est vraiment, c'est aussi sa formation, ses lectures de psychiatre, qui font qu'elle a cette possibilité de penser cette catégorie, donc qui va se distinguer d'un sexe biologique en proposant, alors bien sûr c'est hyper radical et peu recevable à l'époque même où c'est écrit avant 14, mais elle propose une masculinisation des petites filles. Donc elle propose toute une théorie de l'éducation qui s'adresse notamment aux mères en disant vous êtes les principales responsables de ce sexe psychologique qui font que les femmes n'osent pas, on dirait aujourd'hui l'empowerment, la capacité d'agir, elles sont, elles vont être éduquées à plaire et à attendre le mariage au lieu d'essayer de construire leur autonomie, enfin... Donc vraiment, elle a cette idée, sauf que, bon, elle n'y met pas beaucoup de nuances. Et une chose que nous avons voulu quand même souligner, c'est les paradoxes de la réception de ces textes. Aujourd'hui, Madeleine Pelletier est quelqu'un qui est beaucoup étudié ou beaucoup apprécié de nos étudiantes et nos étudiants, parce qu'elle a effectivement dit des choses tout à fait pionnières qui renvoient, disons, à la question du genre. En plus, elle est travestie. Elle est tout à fait dans la transgression, on va dire, des normes de genre. Mais nous, on se pose la question, donc on ne renie pas du tout cet aspect-là, mais on se pose la question de la réception. Et la réception à l'époque, c'était très difficile, parce que Madeleine Pelletier, d'abord, avait extrêmement mauvais caractère, donc on ne va pas faire non plus de la psychologie de bazar, mais ça compte aussi pour la réception d'un mouvement politique, les personnalités caractérielles, et c'est loin d'être le cas seulement dans le féminisme, me semble-t-il. Donc en fait, Madeleine Pelletier se fâche avec tout le monde. Et ensuite, elle n'aime pas les femmes. Elle n'aime pas non plus les hommes, mais elle n'aime pas les femmes. Donc c'est difficile, elle est extrêmement misanthrope. Donc comment faire passer une idée de la révolution des rapports de genre si on n'a aucune empathie
par rapport, disons, à la souffrance quotidienne, personnelle, intime des hommes et des femmes qu'on a en face de soi. Et là, on s'est dit, c'est quand même un paradoxe, on ne s'y est pas trop attardé, parce qu'on n'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus notre propos, mais on avait envie, là aussi, d'historiciser quelque chose, et voilà, de montrer entre la réception et la réception à une époque donnée, il y a aussi des décalages. Michel ? Oui. Alors moi, je vais détourner la question, je vais en prendre deux. Parce qu'en fait, pour souligner deux aspects des féminismes qu'on n'a pas encore abordés, je vais d'abord prendre une ouvrière. On dit toujours, et de l'extrême droite à l'extrême gauche, on dit toujours que les féministes sont des bourgeoises. Et donc, c'est pas du tout... On n'en a pas revendiqué donc, pour la classe ouvrière. Et donc, je vais prendre le portrait de Jeanne Bouvier. D'ailleurs, il y a son portrait dans le livre. Bon, je ne peux pas vous le montrer ici, mais quand on le regarde, on voit bien que ce n'est pas la même allure, on va dire, que d'autres féministes. Une ouvrière qui a commencé à travailler en 11 ans dans une usine de moulinage et qui a été... Alors, c'est assez intéressant parce qu'elle a été convertie, je mets des guillemets, au féminisme et au syndicalisme par une de ses clientes. Parce qu'elle est devenue couturière après, et donc une cliente bourgeoise pour le coup, qui se faisait faire ses robes par la couturière, et donc qui lui a dit qu'il y avait des gens qui étaient à la Bourse du Travail, qui militaient, qu'il y avait des gens qui étaient féministes, etc., et qui l'a entraînée, on peut dire, dans cette aventure. Alors elle a eu des... Bon, je ne peux pas détailler, mais enfin, elle a eu une vie donc, de syndicaliste, elle s'est battue... donc pour la question du paiement du travail à domicile, elle était à la conférence de Washington après la Première Guerre mondiale, où elle a défendu justement quelque chose qui était très discuté en France, qui était le droit pour les femmes de travailler la nuit, c'est-à-dire la loi interdisant le travail de nuit qui a duré de 1892 jusqu'à nos jours quasiment, qui était défendue par les syndicats et qui empêchait les femmes d'accéder à certaines professions. Donc elle avait des points de vue extrêmement importants, puis après elle a été marginalisée pour diverses raisons, et elle a en fait, elle est devenue historienne du mouvement féministe, elle a écrit en tout cas un certain nombre d'ouvrages, et ces mémoires ont été publiés par les éditions qui ont précédé à Découverte chez Maspero. Voilà. Donc on a redécouvert à ce moment-là Jeanne Bouvier. Les deuxièmes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a beaucoup insisté dans notre ouvrage sur les féministes noires et les féministes des mouvements colonisés, qui sont une découverte depuis peu de temps, et qui montrent aussi toute la complexité des féminismes. Par exemple, on a étudié les féministes de l'entre-deux-guerres, où on a trouvé à la fois des féministes qui étaient partisanes du civilisationnisme, hein, d'apporter la civilisation aux colonisés, et puis d'autres au contraire qui se sont battus, des blanches ou des féministes noires, pour justement faire avancer la cause des femmes, et en particulier, alors on peut en citer deux, hein, Paulette Nardal, qui était donc une antillaise, de la petite bourgeoisie noire antillaise, qui a fait la première a fait ses études en Sorbonne, et qui a été une passeuse entre le mouvement noir, les intellectuels noirs des États-Unis qui se trouvaient à Paris, et puis les intellectuels antillais et antillaises, et puis donc qui a participé à des petits journaux de l'entre-deux-guerres. Donc Paulette Nardal, on a son portrait aussi là-dedans, auquel je joindrais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est, j'ai oublié son prénom tout de suite, enfin je vais la trouver, qui est Roussy Césaire, qui est la femme de Césaire, comme son nom l'indique. Suzanne, oui, c'est ça. Suzanne Roussy Césaire, qui est la femme de Césaire, qui avait fait exactement le même parcours universitaire que Césaire, qui était comme lui professeur au lycée Schœlcher, donc aux Antilles, en Martinique, et qui est resté très peu connu, et qui a été l'âme d'une revue poétique de résistance contre le gouverneur pendant la France de Vichy, qui a élevé les 6 enfants presque toute seule,
Et Césaire faisait une carrière, comme vous savez, à la fois politique et littéraire de haut niveau. Voilà. Bien. Alors en fait, il y en avait 3. Oui, parce que C'est difficile. C'est difficile de choisir des figures pour plusieurs raisons. D'abord parce que, Florence l'a dit, on n'a pas une approche qui est hagiographique, donc on essaie de montrer aussi la complexité de ces figures, leur évolution politique, et puis par ailleurs parce que voilà, on a rencontré beaucoup de figures passionnantes, et moi, quand on me pose cette question, en général, je botte en touche, parce que j'ai plutôt travaillé sur la période, vous l'aurez compris, qu'on peut appeler l'histoire du temps présent, où les militantes sont encore vivantes, et que si j'en vois une, je sais que les autres ne vont pas être contentes, et je comprends tout à fait, parce que justement, ce qui caractérise notamment le féminisme des années 68, c'est d'avoir voulu se débarrasser de cette image de grande figure et de leader politique, et au contraire d'insister sur le collectif, et par exemple, par des pratiques comme signer uniquement de son prénom ou signer collectivement des textes. Et donc c'est plutôt a posteriori que les figures se sont imposées comme les leaders des mobilisations de l'époque, hein, même si elles étaient présentes dans les médias, si elles écrivaient, etc., elles ne se présentaient jamais comme des grandes figures. Alors évidemment, j'aurais pu parler de Monique Wittig, j'aurais pu parler de Christine Delphi, vous avez évoqué Antoinette Fouque, il y en a beaucoup d'autres, mais qui aujourd'hui semblent être particulièrement importantes, mais qui s'inséraient vraiment dans des collectifs, dans des groupes, dans des actions communes. Donc en général c'est ça que je réponds, mais alors aujourd'hui j'ai quand même décidé de parler d'une figure, une femme qui est encore vivante, hein, qui s'appelle Joëlle Brunerie, et qui m'intéresse moi parce que elle est gynécologue, et j'ai particulièrement travaillé sur ces questions donc, de contraception et d'avortement, vous l'aurez compris, et qu'elle vient donc d'un milieu, elle est assez caractéristique, on va dire, de ce passage entre les mobilisations des années 60 sur la contraception et l'avortement et la radicalisation des années 70 et la poursuite d'un combat par la professionnalisation. Donc Joëlle Brunerie, elle vient d'une famille qui est une famille catholique, gaulliste, de résistants. Elle fait ses études de médecine à Nantes, et puis elle va être sensibilisée en fait à la question féministe par la rencontre des avortements clandestins, la manière dont ils sont traités à l'hôpital, et donc notamment ces curetages qui sont pratiqués à l'hôpital de façon plus ou moins brutale, et elle décide donc de s'engager sur cette question-là au mouvement français pour le planning familial. Elle va tenir la permanence de la Nef ensuite à Paris pour justement diffuser ces questions de contraception, ces savoirs de contraception vis-à-vis des étudiantes. Et puis elle va faire partie du GIS qu'on a évoqué, le groupe Information Santé, où elle va essayer de réfléchir à de nouveaux rapports entre les médecins et les patients et les patientes. Et elle va faire partie de ces médecins au MLAC, ensuite, au Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui ont donc pratiqué des avortements de façon militante pour dénoncer la loi, et donc elle va mettre en œuvre à la fois des avortements en France et organiser des voyages à l'étranger pour les jeunes femmes qui venaient aux permanences du MLAC. Et donc elle va faire une articulation à ce moment-là entre les féministes du MLF, elle participe aux mobilisations du MLF, le MLAC, et elle va se faire porte-parole de cette volonté de réforme de l'avortement à ce moment-là. Ensuite, dans les années 80, elle va être à la tête, elle va travailler dans un centre d'IVG dans un hôpital de la région parisienne, et puis ensuite elle va se déplacer sur les questions de genre et sida dans les années 80 et poursuivre ses combats par sa pratique professionnelle. Elle a toujours voulu articuler les deux, et elle est davantage connue ensuite dans les années 80 sous le nom de Joëlle Brunerie-Kaufmann, parce que son mari va être pris en otage, le journaliste va être pris en otage au Liban, et elle va vraiment organiser le comité de soutien pour sa libération, ce qu'elle va finir par obtenir, pas seule évidemment. Donc voilà, c'est une figure qui est intéressante parce qu'elle montre que les années 68, c'est pas seulement le MLF, c'est aussi l'articulation de toutes ces pratiques féministes dans différents espaces, et aussi à travers ces pratiques professionnelles parfois. Merci Juliette.
Alors, deux dernières questions, puisqu'après on échangera avec le public. La première, c'est évidemment, le livre est épais, mais je suppose que vous avez des regrets ou des projets. Est-ce qu'il y a des choses, des moments, je ne pense pas des problématiques, mais des éléments que vous avez été obligé de mettre de côté et que vous aimeriez reprendre, des fils, des idées Enfin, vous avez été obligé de faire des choix. Est-ce que vous avez des regrets concernant des choses que vous auriez aimé dire et que vous n'avez pas eu la place, en somme? Oui, je vais répondre en fait, à la question que vous avez posée dans l'introduction. C'est-à-dire, on n'a pas, une des questions, on n'a pas parlé des Gilets jaunes et de l'absence, vous avez dit l'absence des femmes chez les Gilets jaunes. Je ne crois pas qu'il y ait absence des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors, en quoi peuvent-ils s'articuler avec la question des mouvements féministes? Eh bien, si on étudie très finement la chronologie du mouvement, on s'aperçoit qu'à partir de janvier 2019, et il y a une dénonciation, c'est autour de la question des violences policières que se manifestent des femmes en tant que telles et en tant que groupe femmes des Gilets jaunes. Et donc avec deux voix, si je peux dire, dans ces manifestations, c'est qu'il y a des femmes qui se coulent dans une position, on va dire, traditionnelle attribuée aux femmes, avec l'idée que les femmes sont contre la violence, et donc elles se positionnent en manifestant un dimanche, la première fois en janvier 2019, en disant nous sommes contre la violence policière, etc., parce que nous sommes des femmes. Voilà. Donc avec une conception, si vous voulez, traditionnelle, on peut dire, du féminin. Et puis il y a d'autres groupes, et ça se voit en particulier dans les photographies, dans les reportages, etc., qui manifestent au contraire au nom des valeurs féministes, des slogans féministes, et qui justement ne reprennent pas cette idée du féminin, si vous voulez, dans les Gilets jaunes. Donc cette question-là des féministes dans les Gilets jaunes, d'invisibilité d'abord des femmes dans ce qui est dit sur les Gilets jaunes, alors qu'une des principales, une des porte-paroles, donc Priscilla Ludowski, était tout à fait très présente, a été très présente. Et donc, bon, on n'a pas évoqué cette question, on n'a pas pu tout évoquer. Voilà, ça en fait partie du... Florence, Lydia ? Oui, je crois que c'est tous les aspects aussi de féminisme culturel qu'on a un peu laissé de côté aussi pour des questions de place et parce qu'on avait pris cette option d'essayer de montrer des dynamiques de mobilisation collective, donc peut-être une vision plus d'histoire politique et sociale autour de ces revendications. Mais c'est quelque chose qu'on a souvent abordé dans nos séminaires, donc on reprendra peut-être d'une autre façon et qui joue un rôle de plus en plus aussi important. Donc un féminisme culturel et une dimension artistique et qu'on retrouve déjà, alors aussi, bon bah vous aviez déjà fait le livre sur les chansons, les affiches, mais on retrouve ça c'est aussi un fil conducteur qui peut nous permettre de traverser différentes périodes et qui reste quelque chose que nous aimerions élaborer. Lydia ? Moi, je pense que ce qu'on pourrait faire pour poursuivre ce livre, c'est réfléchir encore davantage aux implications transnationales, aux circulations, aux comparaisons. Alors, on s'est concentré sur l'espace français pris au sens large, hein, vous l'aurez compris, on a aussi traité la question coloniale. Et on a aussi évoqué les formes de circulation à certains moments, mais je pense qu'il serait aussi intéressant de poursuivre dans la veine du que sais-je qui a été publié par Florence Rochefort sur une histoire mondiale des féminismes, sur, disons, en changeant d'échelle pour essayer de voir ce que ça fait bouger en termes de savoir, sachant que les travaux qui se sont développés ces dernières années, justement, nous ont fait beaucoup réfléchir à cette question des échelles, du local au global. Et donc on aurait tout à fait envie, enfin moi j'aurais vraiment envie de creuser cette question-là, peut-être dans un autre livre. Oui. Alors justement, la conclusion de votre livre, c'est de ne pas conclure. À votre avis, quels sont les grands enjeux à venir au regard
on va dire de l'actualité récente. Enfin, on n'a pas parlé, Bibi a lancé la perche, bon, il y a eu la vague MeToo, mais il y a aussi un contre-féminisme, hein, les Antigones, la tribune sur le fait de vouloir ou non être importuné, des choses peut-être plus importantes qui concernent en fait l'invisibilisation des inégalités sociales et économiques qui font que il y a des différences de couleur, de race, le fait d'être discriminé pour ce qu'on est, mais aussi d'être discriminé pour des raisons qui sont des raisons de discrimination sociale et d'inégalité sociale. À votre avis, il ne s'agit pas de prévoir, mais quelles seront les grandes lignes des combats à venir, des réels débats, parce qu'il y a des débats superficiels et puis il y a des choses plus profondes. S'il y avait justement encore des droits, ou en tout cas des marges de liberté à conquérir, vous les cibleriez dans quel domaine? Peut-être, ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et sur laquelle on n'a pas forcément réagi, sur une question classique en culture générale, les femmes ont-elles encore des droits à conquérir? Il me semble qu'aujourd'hui, la manière dont se formulent les mobilisations féministes, c'est justement sur la distinction entre une égalité formelle, qui est parfois garantie par des droits effectivement qui ont progressé, et une égalité réelle, qui est dans la possibilité de jouir de ces droits, à la fois parce qu'il y a des formes de résistance sociale, parfois politique aussi, idéologique, au fait de pouvoir vraiment s'inscrire dans une égalité. Donc c'est aussi cela que le mouvement MeToo a mis en avant, hein, cette exaspération devant la permanence de ces violences, malgré tout un ensemble de dispositifs qui pourraient les empêcher. Et tout ce que vous avez décrit, il me semble, c'est exactement ça, c'est la possibilité de faire advenir cette égalité réelle et non plus seulement formelle. Moi, je voulais dire une chose, c'est qu'on est historienne, donc c'est pas notre travail de prévoir l'avenir. Cependant, comme on a fait quand même l'histoire jusqu'au dernier moment, si je peux dire, juste au moment de la remise du manuscrit, et qu'on était dans ce qu'on a appelé une insurrection féministe, et qui a été stoppée en partie, mais en partie seulement, par la pandémie. Hein. Donc, on est là dans une autre séquence historique. Et dans cette séquence historique, je pense qu'effectivement, et ça commence à sortir, la question des inégalités va devenir de fait réelle, face à, comme tu l'as dit, à la question de l'égalité, va devenir une question absolument fondamentale. Inégalité de territoire, comme on dit maintenant, inégalité de classe, inégalité de race. Et donc cette question-là va être une question fondamentale, et les féministes là-dedans vont avoir, il me semble, une place importante pour défendre les questions de conditions des femmes. Et par ailleurs, il y a tout un mouvement qui est début, en particulier dans la question des colleuses, hein, qui est présent dans les villes, on peut dire, c'est que les jeunes féministes sont très très mobilisés sur la question des violences faites aux femmes. Et cette question-là, des violences faites aux femmes, est aussi une des questions fondamentales, je pense, des féminismes dans les années à venir. Oui, je pense aussi, voilà, ça nous a beaucoup frappé, c'est ce qu'on a mis dans le livre, la jeunesse des nouvelles manifestantes, de ces nouveaux féminismes qui en même temps diffusent beaucoup plus largement que cette jeunesse, mais c'est elles qui se mobilisent, qui descendent dans la rue, qui inventent des nouvelles façons de militer. Donc là, il y a quelque chose de très frappant dans cette émergence disons, d'une nouvelle génération. Alors on ne peut pas savoir si elle va être totalement freinée par la crise économique, la pandémie, le Covid, mais avant le Covid, c'était quelque chose qui était extrêmement moteur dans un moment qu'on a essayé de montrer justement à différentes périodes. C'est des moments à la fois où on redécouvre, on réinvente, on reformule
des revendications majeures. Et là, on voit que d'une part, le sujet politique femme est loin d'avoir épuisé sa capacité de mobilisation, puisque c'est vraiment beaucoup de mobilisation autour de la violence faite aux femmes, mais en même temps, il y a aussi des jeunes hommes dans ces mouvements, et par ailleurs, il y a aussi cet acquis d'une analyse en termes de violence de genre, et on va voir sans doute une parole d'hommes aussi victimes de ces violences, disons, virilistes ou machistes, ou qui relèvent aussi finalement de ce système de domination. Merci. Alors, il nous reste un quart d'heure. Nous avons bien tenu le temps pour échanger avec le public. Alors, je demande juste au public, nous n'avons pas de micro. Donc, il va falloir parler très très fort pour que tout le monde entende votre question. Madame, pardon. D'abord, je voulais vous remercier. Alors, je vous propose de vous lever et de parler très fort, peut-être éventuellement d'enlever le masque. Non, on n'a pas le droit. Jeanne, vous êtes trop proche de vos camarades. Alors, d'abord, je voulais vous remercier. Merci pour votre livre que je compte acheter et lire, que je n'ai pas lu encore. J'ai entendu parler de vous en fait dans un séminaire qui parle justement, enfin c'est un homme, Guillaume Leblanc, peut-être que vous le connaissez, qui nous fait cette année un séminaire en philosophie sur justement le concernement en fait des hommes. Et je voulais en fait rapporter des trucs à ma classe. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce concernement des hommes? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le titre de votre ouvrage, c'est quand même Ne nous libérez pas, on s'en charge. Et moi, ça me pose plein de questions. Et voilà, j'ai envie de savoir un petit peu votre point de vue dessus. Alors, sur le titre, Ne nous libérez pas, on s'en charge, c'est vrai qu'il y a parfois une incompréhension. Notre idée, c'était de montrer à la fois comment, dans certains contextes, les mobilisations féministes ont compris comme nécessaire l'organisation de groupes spécifiques non mixtes, alors soit en revendiquant cette non-mixité, c'est le cas dans les années 68, soit et c'est vrai à d'autres périodes, mais soit parce qu'elle existe de fait, cette non-mixité, est-ce que les hommes ne se sentent pas concernés sur ces questions, mais aussi donc, cette réflexion sur cette volonté de s'organiser pour une lutte spécifique des femmes qui n'est pas portée par d'autres, vous l'aurez compris, mouvements, d'autres organisations qui les marginalisent ou les excluent. Et puis par ailleurs, cette idée de ne nous libérez pas, on s'en charge, c'est aussi une volonté de mettre l'accent sur la diversité des femmes qui sont concernées par ces luttes féministes et sur la nécessité aussi, à certains moments, de s'organiser en tant que femmes doublement ou triplement discriminées parce qu'elles sont femmes et noires, parce qu'elles sont femmes et lesbiennes, parce qu'elles sont femmes et ouvrières, par exemple. Et donc cette nécessité aussi d'une reconnaissance de la pluralité de ces identités, de ce que le groupe femmes recouvre. Sur l'implication des hommes, on l'a un peu dit, mais il faut quand même le redire, c'est que les hommes participent à chaque moment, tout au long de l'histoire, à ces revendications féministes, parce qu'il y a une véritable foi en l'égalité et une volonté de vraiment porter des valeurs universelles qui ne soient pas excluantes de certains groupes. Et c'est là que ça peut s'articuler avec aussi la pensée anticolonialiste, par exemple, pas toujours, mais c'est possible au cas. Et puis ensuite, il y a des mouvements mixtes à chaque époque. Et même lorsqu'il y a une non-mixité, ce qui a été montré par les travaux, par exemple dans les années 1970, qui est revendiqué, il y a quand même des espaces de mixité. Par exemple, dans les manifestations, il y a des hommes qui participent, il y a des groupes qui sont mixtes. Aujourd'hui, on retrouve ces mêmes questionnements. Donc, après, il y a tout un débat au sein des mobilisations féministes, notamment aujourd'hui, sur est-ce que quand on est un homme, on peut se revendiquer féministe ou est-ce qu'on se dit pro-féministe? En fait, ce que montre la thèse d'Alban Jacquemart, qui a déjà été citée, mais qui, à mon avis, pourrait être utile pour votre cours, c'est l'implication des hommes depuis la Troisième République dans les mouvements féministes, qu'il appelle un engagement improbable, mais qui quand même existe,
c'est que ça se fait selon différentes modalités, selon différents positionnements idéologiques, soit effectivement cet universalisme, soit cette volonté de déconstruire les identités genrées plus récemment, et selon différentes modalités avec des réflexions sur la nécessité de penser ces rapports de pouvoir à l'intérieur des organisations militantes pour ne pas reproduire ce qui se passe dans la plupart des organisations militantes où ce sont quand même les hommes qui dominent. Donc ça implique aussi cela que de réfléchir à leur implication. J'étais un peu long. Oui, et je rajoute juste une référence que j'ai co-dirigé un livre sur les hommes féministes et qui est plus international et qui va jusqu'en Suède, donc je sais pas si, où il y a un parti d'hommes féministes. Donc voilà, il y a aussi des lieux, des espaces où ce terme pose beaucoup moins d'obstacles qu'ici, quoi, qui est publié aux presses universitaires de Saint-Étienne. Mais ça donne des tas d'exemples en fait, et dans le livre vous en trouverez plein. Il y a même Léon Richer qui est un leader féministe qui fonde le journal féministe dans les années 1860. Il y a des figures historiques où on voit vraiment à la fois des biographies, des parcours, des engagements, leur lutte, avec aussi des débats internes sur... voilà, parce que lui est beaucoup plus sévère sur le manque de mobilisation des femmes. Il a une façon d'en parler en parlant des peureuses qui choquent ses alliés femmes dans le journal ou les journalistes avec qui il travaille. Voilà, il y a des tensions, mais il y a quand même des belles figures d'hommes dans le livre. Le livre, comment il s'appelle? Bon, je vous donnerai ça après. Okay. Madame Oui, moi d'abord merci et bravo pour votre travail et votre intervention ce matin. Moi je pense qu'il y a un grand travail à faire sur les représentations mentales et culturelles. Je trouve qu'on traite les problèmes par les conséquences. Par exemple, les violences faites aux femmes sont les conséquences d'une intériorisation de schémas mentaux chez les hommes comme chez les femmes. C'est-à-dire tant que les hommes auront été éduqués dans une idée que d'une certaine façon ils sont propriétaires des femmes et des corps des femmes, on pourra pendant longtemps aider les femmes avec tout un arsenal de mesures pour une fois qu'elles auront été violentées. Je pense qu'il y a effectivement il y a toujours une prééminence masculine dans la sphère médiatique, mais pas seulement, dans la sphère politique. On l'a vu aussi beaucoup pendant le confinement, où on pensait que on allait se poser, mettre les choses à plat. C'est des banalités que je dis, mais enfin on s'est rendu compte que finalement les femmes étaient au charbon et les hommes étaient au micro des télévisions, des radios, c'était eux les experts. Les femmes, elles turbinaient, elles n'ont pas eu le temps de faire des recherches, ça a été prouvé pendant ce temps-là. Les hommes ont accru de 25% leur possibilité de déposer des recherches, les femmes les ont baissées de 25 ou 50%, je ne sais pas les chiffres exacts, qui comptent, c'est la tendance. Et je pense qu'il y a toutes des choses très concrètes qui devraient être faites dans les bibliothèques, dans les écoles, pour donner des listes de livres, des listes de DVD, aider les parents, aider les enseignants à donner des listes où il y aurait des modèles qui soient des modèles de filles, des modèles de femmes, et en tout cas des modèles qui ne reproduisent pas les inégalités pour une génération et une génération. Et puis 3 exemples récents, dont un qui nous concerne, enfin ça m'a choqué, on est ici au rendez-vous de l'histoire, et j'ai vu la brochure des rendez-vous de l'histoire avec les éditoriaux du début de la brochure. Ce qui m'a frappé, c'est que, on va dire de mémoire, je ne me rappelle plus, il y a en gros 6 éditoriaux d'hommes et 1 d'une femme. Alors c'est vrai que ce sont des représentants des entités. Alors il y a le directeur des rendez-vous de l'histoire, le président du conseil régional, le maire de Blois, peut-être le ministre de l'Éducation nationale. Mais finalement, dans ces rendez-vous de l'histoire, on voit que c'est comme d'habitude. En gros, c'est pas 1 sur 2, c'est en gros 6. Il faut 6 hommes pour qu'une femme parle. Et moi, ce que je vois, alors ça c'est dans les rendez-vous de l'histoire, mais j'ai entendu la pub pour l'émission de Laurent Ruquier qui avait lieu hier soir. Je ne regarde pas ce genre de truc, mais il y avait 6 invités hommes et 1 femme. Et puis enfin, il y a une mini-série, là, que je ne vais pas non plus regarder, mais j'ai vu un truc sur Le Monde, qui s'appelle La Flamme, qui est alors un acteur connu,
qui est réalisateur, qui va mettre en fait, alors si j'ai bien compris, c'est une caricature d'une émission de télé-réalité qui s'appelle Bachelor, où en fait lui, cet acteur, doit éliminer 13 femmes au fur et à mesure des semaines, pour voir laquelle va finalement avoir le droit de tomber amoureuse de lui. Et je ne comprends pas, il y a des actrices de talent, par exemple Florence Foresti, qui vont se prêter à ce jeu, qui sont quand même comment massacrer des femmes, enfin, comment massacrer, c'est excessif. Mais je veux dire, comment éliminer des femmes? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience dans les médias, c'est-à-dire dans le mental, les représentations mentales et culturelles, ça n'avancera pas. Moi, je voulais juste réagir très rapidement parce qu'ensuite il y a une autre question. C'était juste pour rappeler que l'année dernière, il y a un certain nombre d'historiennes qui ont écrit une tribune qui s'appelait « Les femmes sortent du bois » et qui était justement une dénonciation de cette place marginalisée des historiennes dans ce type d'événements et plus généralement dans la visibilité qu'elles peuvent avoir dans l'espace public en tant qu'expertes. Et donc ça avait eu un impact quand même assez important, ça avait fait réfléchir, je pense, les organisateurs et les organisatrices de bois, et on peut espérer que ça va avoir un impact sur le long terme. Et simplement pour vous dire que cette question que vous évoquez de agir sur les représentations et sur l'éducation, c'est une question qui se pose, qui est posée et qui est promue par les féministes sur toute la période que l'on a évoqué, avec des moments où ça progresse, des moments où on voit de très fortes résistances, mais c'est quand même une action assez continue des mobilisations féministes sur toute la période, effectivement. Alors, il est 11h, je vous propose de prendre la dernière question, puisque madame s'était positionnée, donc par contre, il faudra faire un petit peu court. Merci. Donc, oui, par rapport à cette invisibilité des femmes, je me rappelle, il y a émergence et disparition à la fois. Et je me rappelle justement un mouvement qui s'appelle les femmes à barbe, qui luttait pour cette visibilité, davantage de visibilité des femmes dans les tribunes, partout. Et elles interrompaient, par exemple, des conférences, des plateaux, etc., pour dire « Ah, vous n'êtes que des hommes, où sont les femmes ?» Elles ont disparu. Il y en a une, par exemple, non, elles n'ont pas de jour dans les bars, tant mieux, mais on les voit peu. Et là, on l'étudie dans le livre. Voilà, vous les retrouverez dans le livre, puisqu'elles sont... qui a gagné une visibilité énorme ces derniers jours, ces derniers temps, Alice Coffin, qui est militante active de Alabama, effectivement, et vous avez raison, qui mettait l'accent sur ces only male panels, notamment sur le fait que on avait dans certains espaces une domination encore très massive des hommes, particulièrement les lieux de pouvoir économique, politique et intellectuel. Alors je vous remercie à tous et à toutes, je remercie nos 3 invités. Vous pouvez retrouver